bienvenue à cette nouvelle saison de la Monette, avec une thématique qui, j'espère, saura nous animer, vous animer tout au long des prochaines Monettes. Et donc aujourd'hui, on accueille Madame Jocelyne Bérois. Bonsoir à tous, un bonheur d'être là. J'étais censée avoir pris mon avion ce matin, je suis restée un jour de plus pour être avec vous. Voilà. Alors du coup, cette saison sera sous le joug de la thématique le sujet créole, parce que sans culture, il n'y a pas d'identité qui tienne. Bien souvent, l'art et la culture sont deux domaines qui refusent de subir la pression de la société et qui constituent des vecteurs d'inspiration basés sur le don de soi. Quoi de mieux alors pour étudier le sujet créole que de partir à la rencontre d'individus de ce milieu pour mieux se découvrir ou se redécouvrir à travers l'autre. Et grâce à leur cheminement, explorons ces sujets créoles afin de se comprendre davantage, se questionner pour éventuellement se redéfinir. C'est toute l'ambition de la Monette de cette année, qui est d'interroger notre identité créole à travers des personnages inspirés et inspirants. Donc, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci, je suis très honorée d'être invitée. Et moi, je suis très honorée de vous parler. Donc, au-delà de l'icône, aujourd'hui, on souhaite rencontrer Jocelyne la femme, le sujet créole. Et j'aimerais débuter avec une anecdote issue de ton livre, et qui dit ceci. Et un jour, lassée par ma maîtresse, qui 3 fois de suite refuse de me laisser aller aux toilettes, je fais pipi dans la salle de classe, jambes écartées, debout près de son bureau, en la regardant fixement, insolente. Donc on voit ici une certaine force de caractère, et entre force de caractère et une éducation qui, je me permets de reprendre tes mots, assez stricte, on se demande qu'est-ce qui construit cette Jocelyne au caractère bien affirmé. Comment tu parlerais de la petite Jocelyne? Waouh! La petite Jocelyne était turbulente, un peu. C'est vrai que mes parents étaient stricts, mais il y avait un bel équilibre entre mon père qui avait tous les interdits, enfin qui nommait tous les interdits. Faites ce que je vous dis de faire, ne faites pas ce que je fais surtout. et ma mère qui adoucissait, qui arrondissait les angles et qui permettait d'avoir une réflexion, etc. Bon. Donc j'étais très vivante. Mais pas nécessairement rebelle. Je suis devenue rebelle au fur et à mesure, à la force des choses. Quand on raconte cette histoire-là, il faut aussi remettre dans le contexte. J'étais au couvent de Cluny, à la Martinique, dans les hauteurs de Fort-de-France. Et c'était en général, c'était des bonnes sœurs, quoi, qui faisaient... La loi, enfin, qui était directrice, qui était, etc., la mère supérieure, etc., etc. Il y avait la prière tous les matins quand on arrivait, tous les midis en partant, etc. Donc on vous apprenait, n'est-ce pas, à aimer votre prochain, mais on constatait au fur et à mesure, il y avait des petites choses qui me choquaient de temps en temps. On n'était pas très nombreuses à être bronzées. C'était surtout, en fait, les enfants d'expatriés qui étaient à cette école-là, les enfants de Béquet, et puis les quelques Antillaises qui vivaient dans le coin. Donc, comme c'était tout près, c'était en plus une école privée, donc tout le monde ne pouvait pas réellement payer à son enfant cette école privée-là. J'avais donc ce petit privilège-là, mais on était rares à être des Antillaises à teint foncé dans le coin, enfin dans cette école, et on se retrouvait souvent, parce qu'à cette époque-là, il y avait la première de la classe, la seconde, etc. Et s'il y avait 46 élèves, on était plutôt vers les 46 que vers les premières. Et quand on m'a sortie de cette école-là, en 2 mois, je suis passée 3e à première dans l'autre école où j'ai été, parce que j'étais pas tout à fait bête. Enfin, et disons que là, ce qui se passe dans cette école-là, c'est que les petites filles qui vont demander à aller aux toilettes, évidemment, ce sont les nantis du coin, et on les laisse y aller, et moi je demande une fois, non,
Donc je retourne à mon siège, une deuxième fois, non, mais bon, quand on a 8 ans, qu'on a envie de faire pipi et que ça dure depuis 1 heure, eh ben, je dis, je ne peux pas tenir encore, j'ai carotté mes 2 jambes et j'ai fait pipi par terre quoi, en regardant la dame. Et c'est tout, c'était ma façon en fait d'être rebelle. Tu veux pas que j'y aille, mais je vais le faire là, puisque tu ne m'autorises pas à y aller, et c'est tout. Et c'est vrai que mon père, enfin on me traitait peut-être d'insolente, parce que quelquefois je trouvais toujours la parade aux interdits de mon père. Je trouvais toujours quelque chose à dire, tu vois, donc c'était, tu perds jamais l'occasion de fermer ta bouche. Bon, enfin, c'était au fur et à mesure, je suis devenue un petit peu, je ne vais pas dire insolente, mais rebelle, c'est-à-dire que je faisais comprendre aux gens, mais pourquoi explique-moi, quoi, tu vois, c'est pas parce que je peux te donner une raison, j'ai des raisons de te donner tort, quoi, c'est un peu ça, quoi. Et bon, quand on est parent, on n'admet pas que son enfant fasse la morale, quoi. Voilà, donc c'était... Et j'étais aussi, mes tantes, quand on leur a demandé dans une interview de parler de moi, elles ont dit que j'étais assez comédienne. J'ai souvent entendu ça quand j'étais petite, que j'aimais jouer la comédie. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup me déguiser, mettre... Alors mon père disait toujours « tu jouais mignon, l'autre jouait l'enléo ». Ça n'a pas trop changé. Et c'est vrai que j'aimais me déguiser, jouer des rôles et des choses comme ça, ce qui m'a permis de faire un peu de théâtre avec mes copines au lycée quand j'étais en seconde, etc. Et de chanter, et en chantant, faire toutes les extravagances qui pouvaient aller dans le chant. J'étais toujours extrêmement expressive parce que je considérais qu'une chanson, c'était raconter une histoire, et cette histoire-là, il fallait qu'on l'entende et qu'on sente ce que je racontais dedans. Voilà, donc je pense que c'est ça ça a été un peu les prémices, mais ce n'était pas dans mon éducation, ni dans ma tête. Ça ne promettait pas en fait de faire de moi une chanteuse. C'était parce que dans mon éducation, chanteuse en Martinique à l'époque, il y en avait guère déjà, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui chantaient, et en général les chanteurs, ils chantaient dans les salles de bal. Donc c'était très mal vu pour une femme d'être dans une salle de bal, surtout quand on était dans une famille qui avait donné une éducation, n'est-ce pas ? Se retrouver dans une salle de bal de 9h du soir à 5h du matin, c'était fait pour les femmes, enfin, qui étaient considérées comme de mœurs légères et compagnie, parce qu'on jugeait très vite les gens là-bas, surtout les femmes. On n'avait pas le droit de parler fort, pas le droit de parler créole dans la rue, pas le droit de ceci, pas le droit de... On avait tous les interdits du monde. Alors que les hommes pouvaient injurier, faire ce qu'ils voulaient dans la rue, et c'était pas autorisé pour les femmes, quoi. Voilà. Aux femmes. Très bien. Bien, on a envie de se demander comment en fait vit cette petite Jocelyne à travers toi aujourd'hui en tant qu'adulte. Tu nous as donné un peu l'évolution, comment le côté rebelle entre guillemets est venu, mais du coup comment cette petite Jocelyne vit encore aujourd'hui en toi? En moi, je ne sais pas si elle vit encore en moi. Disons que je me souviens de tas de choses. Je peux parler des changements qu'il y a eu. Comme je racontais tout à l'heure, on parlait du côté de l'identité, justement. Et je disais, quand j'étais petite, au 14 juillet, c'était tout à fait normal pour moi d'aller sur la savane avec mon petit drapeau bleu, blanc, rouge, ça ne me posait pas de problème. Après ça, les choses ont changé. Mais bon, c'est... voilà, mais c'était comme ça à cette époque-là. Disons qu'à cette époque-là, je suis de la génération d'après ceux qui se sont battus pour la départementalisation, parce qu'avant, ils étaient colonies. Donc, si vous avez eu la chance de voir Rue Cazenègre, vous voyez bien que les familles se battaient parce qu'il fallait sortir de l'état d'esclave ou de descendant d'esclaves et devenir quelqu'un, entre guillemets, dans la société. Ce ne sont pas les autres qui ont apporté la civilisation, on l'a acquise par nous-mêmes. On avait quand même quelques principes peut-être hérités des familles dont on était originaire. Mais je veux dire, c'était toujours un combat. Il fallait réussir à passer, surtout si on n'avait pas une petite couleur, comme on dit chez nous, ouaïaïaï. Tu vois, la petite couleur ouaïaïaï là. Mais c'était, quand on avait un teint un peu foncé, il fallait se battre 2 fois plus pour pouvoir réussir, parce que les portes ne s'ouvraient pas comme ça, donc il fallait être plutôt érudit, il fallait parler un français savant, presque. Et puis connaître des tas de choses et réussir ses études, pour pouvoir monter en grade, avoir une position sociale qui vous permettait de voir quelques portes s'ouvrir au fur et à mesure. Donc quand on est éduqué comme ça,
Moi, je sais que quand j'ai appris le piano, par exemple, quand j'étais petite, j'ai fait 7 ans de piano classique. C'était parce que pour les parents, quand on allait faire des études en France, si on était invité dans une famille qui avait un piano et qu'on jouait du piano, ben c'était pas parce que dans la tête de tous les gens, il fallait sortir de cet état dans leur tête qui était l'état du sauvage, c'est-à-dire parce qu'on nous a tellement inculqué d'abord on n'avait pas d'âme, c'est pour ça qu'on est devenu esclave, etc. Et quand on est esclave, on n'avait pas le droit de faire des tas de choses. Donc quand vous saviez jouer du piano ou du violon, vous étiez un nègre savant quelque part. Donc tout le monde rêvait d'être un nègre savant et que ses enfants soient des nègres savants aussi. Donc j'ai été éduquée avec cette espèce de combat perpétuel pour être au-dessus de la mêlée parce que c'était le truc de l'époque, quoi. C'est tout. Ils étaient français, il fallait qu'on soit de bons français, etc. Et puis quand on devient étudiant et qu'on arrive en France, on constate que les portes ne sont pas tellement ouvertes et qu'on est sans doute autre chose. Oui, voilà. Et on y reviendra. Donc petite question au public et à la fois à Jocelyne sur une petite réflexion de 3 mots qui vous définissent en tant qu'individu créole. On passera le micro et tu pourras aussi répondre. Donc réfléchissez tous à 3 mots qui vous définissent en tant qu'individu créole et puis on passera le micro pour vous entendre. Bonsoir. En tant qu'individu créole, déjà, je dirais que ça commence par le mélange. Ensuite, on va dire la reconnaissance et le travail. Voilà, c'est comme ça que je définis un individu créole, pour moi. Bonsoir. Merci beaucoup vraiment d'être présente. Je suis ravie de vous rencontrer. Si je devais choisir en 3 mots, je dirais richesse, culture et patrimoine. Même si patrimoine et culture se mêlent, si je devais en choisir un dernier, ça serait volupté. Voilà. Merci. Bonsoir. Très honoré aussi, comme tout le monde, j'imagine. Moi, les 3 mots seraient famille, respect et tradition. J'ai aimé le mot richesse, ça c'était le mot premier aussi. Voilà. Et c'est vrai que famille, c'est pas mal aussi. Mais richesse pour moi, il vaut 3 mots. Il vaut 3 mots parce qu'en fait, c'est tellement une richesse que d'avoir justement toutes ces influences, tout cet héritage. Voilà. Donc ça serait héritage, peut-être le deuxième mot. Patrimoine, peut-être après. C'est un peu ça, parce qu'en fait, on est riche de tout ce qu'on a reçu. Alors beaucoup de gens, enfin certaines personnes justement se défendent d'être uniquement africaines, etc., etc. Et je dis, il faut aller en Afrique pour savoir ce que c'est que l'Afrique, pour pouvoir dire si on est africain ou bien pas. Et le truc, c'est que comme on a reçu énormément d'autres influences, ne serait-ce que dans la cuisine, on a même l'impression, parce qu'on sait que les Caraïbes ont été quasiment exterminés chez nous, ceux qui n'ont pas réussi à partir à Sainte-Lucie ou ailleurs. Par contre, on a le cuit, on a des tas de choses qu'on a héritées d'eux. Et on a l'Inde aussi qui est venue chez nous, et on a tous les Colombos, etc., de chez nous, etc. On a toute cette richesse-là, on a toutes ces choses-là qui font partie de nous, qu'on a réveillées ou pas, voilà, ou qu'on a reçues ou pas, parce que peut-être que certaines personnes n'ont pas eu toutes ces choses-là, mais c'est une richesse qui fait que, bon, aujourd'hui, moi je sais que dans tous les voyages que j'ai pu faire avec le groupe Kassav, j'étais quasiment à l'aise partout. Parce que je me sentais bien partout, parce que je pouvais admettre que l'autre soit différent, parce qu'on est tous différents, parce que ça dépend du dosage qu'on a de ci et de ça, etc. Et que ce monde est beau parce que justement on n'est pas tous pareils. Voilà. Mais nous avons tous ce monde-là en nous. Et ça, c'est une richesse. Tu parlais de ta jeunesse, pour finir un peu. Est-ce qu'il y a des personnes dans ta jeunesse qui, comme ça, t'ont marqué, ont constitué une source d'inspiration pour toi, qui t'ont influencé, inspiré dans ta jeunesse? Beaucoup de gens. Beaucoup de gens m'ont influencé. Alors évidemment, de façon proche, il y avait ma maman.
Ma mère, c'était une battante. On était 6 enfants. Elle avait 2 vies. La vie à la maison, elle faisait rester les leçons, elle préparait ses cours, elle était prof d'anglais. Donc elle préparait ses cours quelquefois jusqu'à 2-3 heures du matin. Et pour pouvoir assurer ses cours le lendemain avec un sourire et une douceur et une bienveillance. Et elle était vraiment... Alors c'est vrai qu'elle était obligée par moments d'être sévère parce qu'on était des enfants, des 6 enfants. Dedans, il y a au moins 3 qui sont hyper turbulents, quoi. Donc il y a toujours un moment où on est obligé de nager. Mais je l'ai vue presque pleurant alors qu'elle devait nous donner une raclée qui était méritée. Voilà. Donc c'était... j'ai pas de reproche aujourd'hui quand je regarde en arrière, j'ai pas de reproche à lui faire. Quand j'étais plus jeune, je lui ai fait le reproche d'être restée avec mon père qui nous menait la vie dure. Mais elle m'a répondu, j'ai 6 enfants, je fais quoi avec les 6 enfants toute seule? Et c'est tout, et c'est vrai, mais elle n'est pas restée pour ça seulement, elle aimait mon père. Et mon père nous aimait, en fait, c'est parce qu'il nous aimait trop qu'il voulait nous protéger, et notamment les filles, parce que les garçons avaient toute liberté, évidemment. Alors au début, enfin ils l'ont acquise, hein, parce que en fait au début ils mettaient des mannequins quand ils sortaient le soir, et puis dans le lit, et puis on s'en est rendu compte, et bon, mais ils avaient déjà suffisamment grandi pour qu'on les laisse sortir. Mais moi jusqu'au bac, je veux dire le jour de mon bac, j'ai passé, on savait à midi que j'avais réussi, puisque ma mère était dans le truc, on était dans l'avion le soir, quoi. On n'a même pas bu à mon bac, quoi, c'est comme ça. Parce qu'il ne fallait pas que des bonhommes viennent me regarder ou me machin. Enfin, bon, il nous a surprotégés à tel point qu'après, j'ai été obligée de lui dire « Mais attends, je vais être seule, là. » Tu vois, donc, tu vas peut-être pas dormir pendant 2-3 jours, mais tu vas finir par dormir après, quoi. Tu vois, c'est tout. Et c'est... voilà, donc c'est... Voilà, donc dans mon enfance, ma mère, excusez-moi, je suis bavarde, hein, je parle souvent ailleurs. Bref, ma grand-mère, la mère de ma mère, elle était aussi d'une extrême sagesse et elle avait toujours le mot qu'il fallait pour nous faire réfléchir. Je crois que c'est ça. Et puis, bon, il y a toute la famille en général, il y avait toujours... je crois que j'ai eu la chance d'avoir une famille très unie jusqu'à aujourd'hui, avec les tantes, les cousins, etc. C'est presque un gang, quoi. Tu vois, c'est quasiment ça. Et puis, dans ma vie, évidemment, j'ai rencontré des tas de gens fantastiques. Voilà. Donc, la famille, on retient. Ouais. Et tu nous le dis, après ton bac, tu quittes la Martinique, donc à 18 ans. Avec quel sentiment tu quittes ton lit à ce moment-là? Déjà, je serai loin de mon père, donc je serai enfin libre. Ça, c'est le premier truc. Mais en même temps, bon, la France, bon, j'avais eu l'occasion de venir en vacances ici quand j'avais 12 ans. Donc je connaissais vaguement le jardin d'acclimatation, des choses comme ça. Mais bon, aller à l'université, c'était quand même un truc tout à fait nouveau. Il fallait prendre ses marques, il fallait savoir. J'étais partie étudier la pharmacie. C'était pas à côté du campus, donc j'avais la route à faire à pied, donc il fallait que je m'agène. Donc au départ, il y a plein d'angoisse, quoi. Qu'est-ce qui m'attend? Mais en même temps, une excitation totale, puisque, je vais être libre, deuxièmement, je vais avoir plein de copains, des copines, des machins comme ça, donc on va pas m'interdire d'avoir des amis, quoi. C'était ça. En fait, j'avais des amis, hein, mais dans le sport, parce que je faisais de la natation, tout ça, donc j'étais autorisée à les fréquenter lors des entraînements et des compétitions et des choses comme ça. Mais après, aller dans un zouk chez un ami nageur, non. Aller à la plage avec des copains, non. Tu vois, c'est... non. Mes filles, là, avec les garçons, je le soupçonne d'avoir fait des choses bizarres quand il était jeune. Tu vois, et donc il avait un peu peur qu'on fasse la même chose à ses filles, quoi. Donc c'est un peu ça. Mais bon, en même temps, j'ai pas de gros regrets parce que je ne sais pas si... ma mère m'avait dit une fois, elle m'a dit un jour, ne dis, je ne ferai jamais ça, tout dépend des circonstances. Et en fait, au fur et à mesure, on comprend. C'est-à-dire qu'on peut se croire forte et machin, etc. Mais bon, un corps, c'est un corps. Et si on a un mec qui est suffisamment habile, il peut, quand on est jeune et influençable, oui. On peut se laisser aller bêtement et c'est arrivé à plein d'amis à moi. Voilà. Donc, heureusement que j'avais quand même cet équilibre, ce qui a fait qu'après, puis j'ai eu la chance aussi, en arrivant, quand j'allais sur Paris, d'être avec mes cousins.
Donc je les entendais parler, je les voyais faire avec machin, donc je devenais mais de plus en plus raide avec les bonhommes, quoi. C'est-à-dire que, ouais, pas moi, tu vas pas me la faire, ça. Voilà, c'est un peu ça. Donc tu nous dis dans ton livre, dans notre éducation, la race est un non-dit et l'assimilation est une évidence. Toute la stratégie du milieu dans lequel j'ai grandi collectivement comme individuellement consiste à minimiser toutes les différences avec la France. Donc on comprend à ce moment-là que l'arrivée en France, tu nous l'as dit, est un moment sensible et que surtout quand on part, on est confronté à l'autre, au fait d'être différent, on en prend conscience sur le moment. Et c'est un moment ou une étape dans la découverte de soi à nouveau. Et tu en fais d'ailleurs les frais parce que tu nous racontes encore, au milieu des années 70, alors que je suis étudiante et habite rue Le Courbe, quelqu'un me crache dessus sur un trottoir. Il me manque de très peu, je le regarde et il me lance « Rentre chez toi ». Je me rappelle avoir ri de tant de bêtises et d'avoir continué mon chemin. Comment tu expliques cette confiance inébranlable en toi et qu'on a l'impression de retrouver tout au long de ton parcours? Alors j'entendais souvent à l'extérieur de ma famille des gens qui disaient « Ouais, vous avez une difficulté, bah, comme ça, les portes vont être fermées ». Et c'était comme si le fait d'être nègre, c'était une tare. Et justement, c'est la raison pour laquelle nos parents ne nous ont pas éduqués sur l'histoire de qui est supérieur, qui est inférieur. Tu vois, le truc, c'est qu'il fallait que toi, tu travailles, il fallait que tu réussisses, c'était pas facile, il fallait que tu gagnes. Point. Tu vois, c'était ça. Et si tu n'avais pas réussi à faire tel truc, c'est que tu n'avais pas étudié. Donc tu sors pas parce que tu vas étudier. Et c'était ça. Donc c'était pour eux, l'éducation, c'était le truc qui était primordial parce qu'il fallait qu'on réussisse et rien ne devait être un frein. En fait, eux, ils sont arrivés juste après la Deuxième Guerre mondiale. Donc mon père a été obligé de rester là avant de partir faire ses études, de rester au pays parce que comme ses deux frères aînés étaient partis, que l'un des deux était mort pendant la guerre, ma grand-mère lui a interdit de quitter le pays parce que c'était le plus jeune. Et donc, il a attendu la fin de la guerre pour partir faire ses études. Donc, quand il est parti faire ses études, je veux dire, c'était la fin de la guerre. Donc, les gens étaient beaucoup plus cool, beaucoup plus, enfin, moins agressifs que quand moi, je suis arrivée. Parce que quand je suis arrivée, il y avait déjà toutes les autres... les gens ici se sentaient un peu envahis par d'autres personnes. Et le racisme commençait véritablement à remonter. Quoi. Alors qu'à l'époque, mon père, en plus, il étudiait dentaire. Donc il était dans une espèce de milieu où, bon, si tu es bon, de toute façon, on te fréquente. Tu vois, si tu n'es pas bon, on te laisse tomber, mais ce n'est pas à cause de ta couleur de peau que tu ne vas pas avoir... Donc tous y travaillaient d'arrache-pied pour être reconnus quelque part, et ils réussissaient, tant mieux. Tu vois. Et donc, ils n'avaient pas les difficultés qu'on avait nous, donc ils étaient reçus à droite et à gauche. Moi, quand je suis arrivée effectivement à Caen en Normandie, c'est une petite ville. Donc, dans le campus, il y avait le monde entier. Il y avait vraiment le monde entier. J'ai fréquenté toutes sortes de gens venant de pays que je ne connaissais même pas, quoi. Et donc, et on allait manger chez l'un, chez l'autre, on goûtait au machin. C'était quelquefois assez rigolo, mais on découvrait le monde et c'était un petit truc. Mais arrivé à Paris, c'était complètement différent. Déjà, j'avais l'impression vraiment à Paris d'être seule. On est beaucoup plus seul à Paris. Il y avait la résidence d'Antony, et même à Antony, avec la GEG et la GEM qui montaient en puissance et compagnie, il y avait une petite scission entre Martinique et Guadeloupe. Alors à Caen, ça n'existait pas. On était 28 Antillais là-bas. On n'allait pas se séparer. On était au contraire ensemble. Donc il n'y avait pas de différence Guadeloupe, Martinique, Guyane, etc. On était toujours ensemble et tout. Et donc c'était toujours, pour moi, une découverte, quoi. On parlait de... Enfin, on était parti de quoi encore? Parce que moi, je suis partie d'extrapoler encore. On parlait de comment, justement, dans ce contexte, tu as pu continuer à avancer, évoluer avec cette confiance. Donc, en fait le passage à Caen était nécessaire. Parce qu'en fait, ça m'a appris à rencontrer l'autre et à être bien avec l'autre. Arrivé à Paris, donc ce sentiment de solitude, tout de suite j'ai cherché, donc, bon, on rencontre des gens aussi facilement, hein. Tu vas dans un zouk ou dans un machin, tu rencontres des gens que tu connaissais déjà, donc tu revois des amis, tu te fais de nouveaux amis, etc., etc. Mais les distances sont beaucoup plus longues, donc quand on n'est pas en résidence universitaire où on a vraiment un noyau qu'on peut fréquenter régulièrement, en appartement, c'est uniquement les amis chers qui viennent vous voir ou vous allez voir les amis chers, quoi. Vous n'allez pas un peu partout, etc. Donc automatiquement, et on réalise une chose, c'est qu'on a un passeport français, donc on est français, mais on n'est pas gaulois.
C'est ça. Donc il faut se faire sa place, je veux dire, dans un pays où nos parents ont cru qu'en nous envoyant là-bas, on aurait été à l'aise parce qu'on a une bonne éducation, parce qu'on joue du piano classique et compagnie, il n'en est rien. Je veux dire, dans Paris, c'est pas comme ça. Mes parents aussi, ils étaient. Mon père a étudié à Paris, ma mère était à Rennes. Donc, chaque fois qu'on est à l'extérieur d'immenses villes, c'est toujours plus facile, si tu veux, d'avoir des rapports avec les gens que dans les métropoles, parce que c'est ça qu'on appelle une métropole, pas le pays. Donc, il faut se battre. On est obligé de se battre et compagnie. Donc, j'avais abandonné mes études de pharmacie parce que j'ai eu 2 accidents. Enfin, un premier accident éjecté d'une voiture la veille des examens. Hein. J'ai signé une décharge à l'hôpital, mais je me suis effondrée sur la page. Donc, j'ai refait l'année. Et la deuxième année, un mois avant les examens, j'ai fait une infection des yeux suite à une varicelle. Quelle idée d'avoir la varicelle à 19-20 ans, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, je me suis dit, je ne vais pas faire la troisième fois l'année. Comme je rentrais en Martinique tous les 2 ans. C'était l'année où je devais rentrer en vacances. J'ai dit, je ne vais pas me mettre encore à travailler pour repasser l'examen en septembre. Donc, je vais abandonner plutôt parce que j'avais envie plutôt de faire les beaux-arts. Parce qu'en fait, pour m'évader de ce que je considérais petite comme une prison, c'est-à-dire chez mon père où on était bien gardé, je dessinais beaucoup. Je dessinais, je peignais, je faisais de la photo, je faisais des tas de choses, je chantais, je jouais du piano. J'étais toujours dans l'artistique. Donc je me suis dit, pour aller à Paris et que mon père l'accepte, il faut que je lui donne un métier qui lui convienne. Donc je vais être prof de dessin et en même temps décoratrice. Parce que décoratrice, en Martinique, à l'époque, il n'y avait pas tellement de gens qui faisaient appel à des décorateurs. Donc c'était aussi mourir de faim. Je n'allais pas être peintre. Combien de tableaux on vendait à l'époque, je ne sais pas, quoi, tu vois, c'est comme être chanteuse, c'était même pas dans ma tête. Tu vois, pour moi, j'allais faire les beaux-arts, j'allais faire les arts déco, etc. Donc j'ai passé les examens d'entrée et j'ai réussi à ceux des beaux-arts comme les arts déco. C'était après, j'avais déjà réussi aux beaux-arts, j'ai dit je m'arrête là, j'étais à Paris, c'était bon, quoi. Et voilà, c'est comme ça que j'ai convaincu mon père de me laisser aller à Paris faire autre chose que la pharmacie. Mais j'aimais la pharmacie, hein, j'aimais ça, j'aimais les sciences, j'avais envie de faire de la recherche. Mais bon, c'était pas pour moi. Voilà. Donc, on entend que l'arrivée en France a été aussi un moment charnière dans le choix de ta carrière. C'est clair. Voilà. Et donc, il y a eu ensuite le choix de la musique en tant que profession. Je n'ai pas choisi la musique. Je crois que la musique m'a choisi. J'allais demander qu'est-ce qui t'a inspiré sur cette voie, justement. Alors, quand je suis arrivée à Paris, j'ai retrouvé mon frère Michel, avec lequel qui m'accompagnait au piano. Donc, Michel avait des copains qui faisaient des disques et qui avaient besoin de choristes antillaises et on n'était pas nombreuses sur la place. Donc il a dit, ma soeur chante, tu veux bien l'essayer? Et ils ont dit ok, et j'ai été, et c'était concluant. Donc ils m'ont appelé de plus en plus, et de plus en plus je rencontrais des gens et je me suis retrouvée à faire des pubs, à faire des machins, et puis derrière des artistes, c'est comme, mais sans rien dire à mes parents. Sans rien dire, bien sûr. Et puis au fur et à mesure, je gagnais ma vie, donc j'ai commencé à dire à ma mère, tu sais, comme je fais des petits jobs, tu n'as plus besoin de m'envoyer dessous, donc je me débrouillais, etc. Et puis un jour, ils sont arrivés et ils sont venus me voir, et voilà. Et mon père m'a dit, mais je sais ça, hein, mes copines m'ont dit que... les enfants de mes amis m'ont dit qu'ils t'ont vu tel endroit en train de chanter, etc., etc. Et voilà, je suis devenue chanteuse de plus en plus professionnelle, voilà. Et donc, pour toutes ces raisons, on comprend qu'en fait, c'est un choix osé d'aller dans cette voie à cette époque, et surtout en étant une femme. Qu'est-ce que c'est que d'être une femme antillaise dans le milieu de la musique dans les années 80 ? Alors, comme je disais, ça n'avait pas trop changé chez nous encore. Donc, je savais que ma punition aurait été de rester en France pour pouvoir vivre de ma musique. C'était ça, c'était le prix à payer, c'était rester en France. Et donc, comme je rencontrais des gens intéressants de plus en plus, quoi, que je commençais véritablement à vivre de ma musique, c'était un choix. Donc, antillaise, effectivement, j'ai commencé par le milieu antillais, puisque j'ai commencé avec Roland Louis, qui était de la Guadeloupe, un pianiste, arrangeur, et qui travaillait avec David Martial. Donc j'ai fait des chœurs avec le mari de la femme du dessous, etc. J'ai fait ça, oui. Et puis l'Afrique aussi.
puisque quand on va en studio, il y a des gens qui vous entendent. Et j'ai même une fois, j'ai fait partie de groupes, différents groupes, éphémères évidemment, mais on a fait 2-3 dates par-ci par-là. On animait en fait les balles de soirées caritatives antillo-guyanaises, comme ils aimaient dire. Et puis avec les autres artistes comme les Gibson Brothers, Bernard Lavilliers, tout ça, moi je faisais les grandes scènes, etc. Et David Martial était peut-être l'unique à l'époque venant des Antilles, faisant des grosses scènes et sortant du cadre du bal, quoi. Voilà. Donc il m'est arrivé de faire des bals avec des aventures extraordinaires, genre au milieu du bal, le gars est parti avec l'argent, donc on va pas être payé, donc on arrête de jouer, on est obligé de courir, se cacher sur le quai pour que les gars ne viennent pas nous donner des coups, enfin il y avait toutes sortes de machins comme ça, ce qui fait que quand je suis devenue véritablement professionnelle, c'est-à-dire en train de travailler avec des gens qui faisaient de la musique leur métier et non pas de l'amusement de samedi soir, c'est pas dénigrer hein, les gens, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore d'ouverture à ce niveau-là et c'est Kassav qui amène ce côté. On va mettre cette musique-là sur scène, voilà, au lieu de continuer uniquement dans les salles de bal. Donc, être antillaise sur moi, je ne me posais pas plein de questions, hein, je travaillais. Donc, antillaise, pas antillaise, les gens aimaient mon son de voix, je m'entendais bien avec les autres choristes, je commençais à avoir donc un bon carnet d'adresses. Donc, les gens avaient mon numéro de téléphone, on m'appelait régulièrement et je travaillais régulièrement. Je ne me posais pas de questions en tant qu'antillaise, pas antillaise, parce que je travaillais pour. J'étais pas en avant. Voilà. Donc, c'est quand on passe en avant que ça devient compliqué. Alors, il m'arrivait évidemment de chanter en solo, parce que, bon, il y avait toujours le moment de Begin Magioka ou de machin, où je chantais des chansons, soit dans des pianos bars, soit dans des choses comme ça, mais j'ai eu l'occasion aussi de chanter du jazz, de la bossa nova pendant plusieurs années, dans des pianos bars, et tout ça, ça m'enrichissait, quoi. Ça m'apprenait le métier, et notamment comment capter l'attention des gens alors qu'ils mangent et que vous chantez. C'est ça, donc ça vous apprend à être expressive, à faire des trucs, parce que c'était les Américaines qui avaient la cote sur la place de Paris. D'ailleurs, il y a encore une petite anecdote sur ça, puisque quand j'arrivais, je disais toujours, quand je faisais du piano bar et que je commençais avec un standard de jazz, machin, tout le monde, ouais, à la fin, et je disais, bonsoir, je m'appelle Jocelyne et je viens de la Martinique. Là, on applaudissait moins. Bien moins. C'était les étrangers, en fait, ceux qui venaient d'Amérique et de machin, qui trouvaient que j'avais une façon originale de chanter mon jazz parce que j'étais pas américaine, donc j'avais une façon antillaise de chanter mon jazz et qui leur plaisait, et c'était eux qui applaudissaient le plus, alors que le public classique français qui venait dans le piano bar pour entendre des américaines, c'était pas une américaine, elle ne méritait peut-être pas d'avoir des applaudissements aussi nourris, quoi. Voilà. Tu nous dis qu'en faisant le choix de la musique, ça a été compliqué, même difficile, impossible au début de retourner en Martinique, et donc tu as dû rester en France pour exercer ton métier. On peut comprendre ça comme un défi. Quels ont été les autres défis que tu rencontres dans cette carrière, ce début de carrière en tant que chanteuse? Alors déjà dans ma tête, il était hors de question que je reste choriste toute ma vie, puisque en fait j'aimais chanter, j'aimais chanter de beaux textes et faire sanceler les gens, comme on dit. C'était un peu ça mon but, c'était passer au devant de la scène, chanter en solo. Alors je prenais le temps parce que j'étais jeune à l'époque, tu vois, quand tu as 25 ans, bon, machin, c'est maintenant que dit 25 ans, on est déjà vieux, il faut qu'on ait déjà un truc, etc. À l'époque, non, tu vois, je ne me posais pas de questions. Et puis, je veux dire, je rentrais en Martinique de temps en temps d'ailleurs. Et j'ai eu une expérience. Au début des années 80, j'ai été chanter parce que quand je rentrais, je rencontrais des copains musiciens également et on faisait du piano bar, on jouait dans les hôtels et des choses comme ça. Et puis il y a quelqu'un qui voulait faire un festival, c'était le festival de la chanson féminine caribéenne. Et c'était en Martinique sous un chapiteau, un grand chapiteau. Donc il y avait Ophélia qui représentait la Dominique, il y avait Sylviane Sedia qui représentait la Guyane, il y avait Lewis Meliano qui représentait la Guadeloupe, vous la connaissez ? Non. À l'époque, elle avait un disque
Elle a un disque, enfin elle avait fait un disque et il y avait un titre qui était un titre phare, quoi, que les gens aimaient. Et donc elle est venue, elle n'a fait qu'un seul truc, quoi. Tu vois, et donc on l'avait invitée cette fois-là et je passais juste après elle. Et elle avait fait un truc sur scène qui avait défrayé la chronique, quoi. Les gens étaient en l'air, tout le monde criait parce qu'elle avait appelé un bonhomme, elle l'avait couché, elle s'était presque mise par-dessus. Et tout, et à l'époque, c'était en 1982, je crois, un truc comme ça. Et donc à l'époque, je l'ai jamais vu aux Antilles, d'accord? Et donc tout le monde, waouh, machin et tout. Et là, Jocelyne arrive derrière avec du jazz. Et elle se fait huer. Ah ouais. Ah ouais, parce que les gens, ils sont venus pour entendre du tomber l'élevé. En plus, ils se disent, Jocelyne Béouin, elle représente la Martinique. Et qui ça y a fait nous, là, qui a chanté en anglais, qui a chanté en machin. C'est quoi? Ils avaient raison. Je n'avais pas le bon répertoire, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que c'est mon cousin avec lequel je chantais de la salsa occasionnellement qui avait pris l'affaire. Et il m'a dit, voilà, on fait un machin et on va jouer de la salsa. J'ai dit, mais non, on ne peut pas faire salsa pendant tout le machin. Comme j'avais du reggae, je faisais du reggae, parce que le reggae était populaire à l'époque. Et tout, j'ai un reggae, j'ai une biguine, j'ai un morceau de jazz, donc je vais mélanger tout ça, etc. Quoi, tu vois, mais pour moi, j'étais en tant que Jocelyne, pas en représentante de Martinique. Et comme les Guadeloupéennes et les autres avaient leur identité bien marquée, on était en Martinique, les Martiniquais n'ont pas apprécié. Donc il y avait des gens qui avaient apprécié, si tu veux, mon chant, parce que bon, ça leur a plu, donc ils étaient peut-être mélomanes, donc ils ont au contraire applaudi, mais la moitié de la salle m'a hué. Et en fait, à ce moment-là, au moment des huées, j'avais les yeux fermés. Je me suis dit, Jocelyne, je venais de reprendre Raftama en lui disant, j'ai été à ton concert, j'ai l'impression que tu chantais pas pour moi parce que tu avais les yeux fermés. Pour lui dire, ouvre les yeux, regarde les gens, et tout. Et je me suis rappelé cette phrase-là, donc j'ai ouvert les yeux, et les gens se sont tus. J'ai avancé, j'ai été au devant de la scène, j'ai dit, ah non, je suis là, de toute façon, tu es là pour gagner, tu n'es pas là pour perdre. Donc il te faut trouver le truc. Donc j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé les gens, j'ai continué à chanter en avançant, ils se sont tus. Et ils m'ont laissé chanter jusqu'à la fin. Et à la fin, il y avait une chanson de Malavoie que je devais faire. Et en fait, bon, si j'en parle trop, tu me dis, hein? Parce que je crois qu'on est limité dans le temps, donc je vais faire très vite. Mais c'était capital. Et je crois que c'est ce jour-là que je me suis dit, ouais, tu as des émotions quand tu es sur scène. Et en fait, c'était la chanson qui s'appelle Couplet Con. Et le dernier couplet fait, tiens, belle, non pas m'olivier, frais moins. Faut m'en dire ça, si vous les ouais, en l'autre soleil éclairé, ciel matinique là. Et je commence à cappella. Les musiciens, ils pensaient que j'avais fini, ils ont rangé leur bachet, puis quand ils m'entendent chanter, ils reprennent les instruments. Et quand je dis, alors où que ouais, valet pays nous, la musique est derrière moi, frère, j'ai pleuré. Pour moi, c'est le moment où je me suis dit, ouais, la scène, c'est quelque chose, tu vois. Et en fait, tu dois, même si tu as peur au début, tu as le truc, c'est un peu normal. Le truc, c'est que quand tu vas en scène, rien n'est jamais gagné. Mais quand tu sors, il faut avoir gagné. Et c'est ça. Et tu ne peux gagner que quand tu te livres complètement aux gens. Et quand à ce moment-là, j'ai dit ça, les gens étaient comme ça. Et moi, je pleurais, et j'ai fini de dire, moi-même, pourquoi tu as pleuré dans le machin? Tu n'as rien compris. Tu nous l'as dit, à cette époque, le créole est connoté, pourtant, tu fais le choix de ne chanter qu'en créole. Quel est le sens de cette démarche à ce moment-là? Ben, je crois que c'est un peu de la faute de ma mère, en fait. On n'avait pas le droit de parler le créole, mais ma mère savait qu'on chantait des chansons de Noël et compagnie en créole. Et elle savait qu'on avait appris le créole dans la cour de l'école. Donc, au fur et à mesure, comme moi je chantais, que j'étais un peu canaille quand je chantais et tout, elle me faisait voir la beauté de certaines tournures de phrases. Quand elle entendait, elle disait « Aïe, écoute ça !» Et elle faisait voir la beauté de la langue. Donc, elle m'a appris à aimer cette langue-là, comme étant une langue qui pouvait être poétique, qui pouvait être vraiment très belle. Et donc, pour moi, quand je faisais mon piano bar ou quand je chantais avec les autres et que j'avais l'intention d'être au devant de la scène, c'est-à-dire chanter en solo, j'avais dans ma tête l'idée de trouver un style musical nouveau parce que je sentais bien que les gens se fatiguaient de la biguine et de la mazurka qui devenait vraiment quelque chose de folklorique chez nous puisqu'on était à chaque fois phagocytés par
par les autres qui venaient de l'extérieur. C'est-à-dire que la musique haïtienne était top niveau chez nous. C'était the musique pour tous les bals et les machins. Les groupes haïtiens, c'était les stars quand ils arrivaient chez nous. Et puis il y a les Dominicains qui sont arrivés derrière avec El Sawan et puis les Grands Max par derrière. Ils ont fait la cadence, etc. Et donc moi je rêvais qu'on crée une musique qui est l'essence de chez nous, qui nous représente, et qu'on aille en Haïti exactement comme les Haïtiens venaient chez nous. Voilà. Et en fait, Kassav me l'offre. Mais en fait, de tout ce cheminement-là, après donc cette fameuse soirée où j'ai été huée qu'à la fin, il y a Marius Cultier qui m'appelle pour le concerto et la fleur et l'oiseau qui gagne, parce que c'est la chanson qui gagne, c'est pas moi qui ai gagné, je servais la chanson, et la chanson a gagné le concours de la chanson d'outre-mer. Donc moi, ça me propulse en avant. Donc les autres se disent, ouh là, on va la surveiller celle-là. Et quand Kassav cherche des femmes pour venir chanter avec eux, naturellement, ils m'appellent. Et c'est comme ça que je les rencontre. Mais je les rencontre après avoir entendu leur premier album. Et je vous raconte un truc qui n'est pas faux, j'ai appelé personne. Je n'ai appelé personne, je le jure. Quand j'ai entendu la première fois le morceau de Kassav à la radio, j'étais par la fenêtre, je me suis retournée, j'ai fait, c'est là que je veux aller. Une affirmation et le téléphone a sonné. Au-delà du créole, tu chantes l'ancienneté, tu racontes la culture, tu revendiques ton identité. Quelle est ta vision au final de l'ancienneté, si tu dois la définir? Bon, déjà, l'antillanité, qui dit antillanité, dit Antilles. Alors, c'est vrai que quand on regarde, quand on dit les Antilles, nous, francophones, créolophones, nous parlons des Antilles globales, les grandes Antilles, les petites Antilles. Mais les Antilles, en général, ce sont les Antilles françaises. C'est Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, etc., etc. Les autres, les anglophones, sont restés sur les Indes de l'Ouest, West Indies. Et les hispanophones sont des Caribéens. C'est Caribénios, enfin je ne sais plus, bref, c'est le mot espagnol, bref, de Caraïbes. En fait, moi je dis, quand je dis antillaise, j'englobe tout ça. Parce que toutes ces musiques-là m'ont nourri. J'ai vécu avec la soca, avec le reggae, j'ai vécu même 6 mois en Jamaïque avec Libéry, j'ai fait du reggae, etc. Et j'ai eu souvent l'occasion d'aller à Barbade, Trinidad et compagnie, de faire de la soca. Et bref, donc je suis imprégnée de tous les machins, et Haïti évidemment, le compas, etc. Donc je suis fondamentalement antillaise. Mais moi, j'englobe tous les trucs. Il faut savoir si tout le monde se sent exactement comme moi. Or, quand on regarde les différentes colonisations qu'il y a eu, la façon, si tu veux, de traiter le cerveau des gens n'a pas été tout à fait identique chez les Anglais ou chez les francophones. Donc on a une autre façon de faire, on a une autre façon de penser, une autre façon d'être que les anglophones qui sont beaucoup plus combatifs. Longtemps on a eu peur d'aller de l'avant, on a eu des appréhensions, on ne voulait pas déranger, on avait des complexes, tu vois, alors que l'anglais était beaucoup plus machin parce qu'il a été beaucoup plus maltraité aussi. On était caressé dans le sens du poil. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas été maltraité. Hein. On a été également maltraité, mais on était aussi caressé dans le sens du poil. C'était juste pour pouvoir mieux nous posséder, mieux nous machin, mieux permettre à celui qui allait trahir son frère de le faire, etc., etc. Donc on a eu cette culture de la division, on a eu plein de tares qui sont arrivés dans nos cerveaux avec ce truc-là, chose qu'on ne retrouve pas chez les anglophones. Chez les Caribénios, c'est-à-dire ceux qui parlent espagnol, c'est encore une autre façon de faire. Mais malgré tout ça, on partage la même histoire. On a une histoire qui est violente, qui est douloureuse, et de laquelle est né un tas de choses, et notre culture, nos musiques, etc., etc., etc. Voilà. Donc on va savoir ce que vous en pensez justement, au travers d'idées, de mots, comment vous, public, vous définissez l'antillanité. Je peux ajouter quelque chose? Bien sûr. Justement, là, je parle avec beaucoup d'Antillais qui sont quelquefois de la 2e génération née ici, en France.
Parce que bon, il y a eu la génération Bumi d'hommes, et maintenant ils ont des enfants. Et ces enfants-là, ils se définissent comme antillais aussi, alors qu'ils n'ont jamais vécu aux Antilles, parce qu'en fait, quelque part, ils n'ont pas le choix. Parce que comme ils sont français mais pas gaulois, je veux dire, comme dirait mon père, un jour j'ai appris en allemand à dire je suis étrangère, ich bin Ausländer, il a ri, il m'a dit ça se voit. Donc j'ai vite compris qu'en fait, mon côté étranger, j'avais pas besoin de le dire, on le voyait. Et donc ces enfants-là vivent ça toute la journée. Donc ils se sentent un peu obligés d'attraper l'identité antillaise alors qu'ils ne l'ont pas forcément, puisqu'ils n'ont pas ce vécu-là. Ils savent pas ce que c'est que le tour des Yoles ou le carnaval, je veux dire le déboulé de carnaval, etc., etc. Donc c'est un peu compliqué. En fait, l'identité, notre identité en tout cas, c'est toujours une espèce de millefeuille, quoi. C'est ça. Je pense que si je devais définir l'antillanité pour moi, je reprendrais une partie de vos mots concernant ce melting pot qui prend naissance en chacun de nous, puisque arrivé ici, on est confronté à des personnes qui ont des cultures et des communautés extrêmement fortes. Et en fait, on se pose la question, en tant que Noir, où se positionner ? Et moi, j'ai grandi dans une famille qui était extrêmement fière d'être antillaise et qui m'a transmis une culture et un amour de chez moi qui ne me quittera jamais. Mais quand on est confronté, du moins quand on arrive ici en Hexagone, on est face à des gens qui remettent en question cette identité antillaise en nous disant « avant d'être antillais, tu es avant tout africaine ». Mais j'ai du mal, en tout cas, et je n'ai pas encore eu l'expérience d'aller sur le continent africain pour être confrontée à ces multiples cultures. Mais je ne peux pas me définir comme africaine parce que je suis avant tout antillaise et je dirais même guadeloupéenne parce que c'est encore autre chose. La Guadeloupe, terre de champions, et voilà. Ah, vous allez nous servir ça longtemps. À toutes les sauces. Et en plus, je viens de Morne-à-l'Eau, donc je suis extrêmement chauvine, fière de l'être. Pour moi, être antillaise, c'est la richesse, c'est le mot que j'avais employé tout à l'heure, c'est la richesse, c'est la culture, c'est la force de la famille. Et en fait, comme vous dites, peu importe où on se trouve dans le monde, étant donné qu'on est antillais et qu'on a été élevé dans l'amour de l'autre et dans la richesse en fait de cette culture qui est plurielle, on se sent forcément bien partout ailleurs. Même si évidemment on est confronté à des difficultés chez nous et la xénophobie existe chez nous, etc. Mais on n'est pas élevé, à mon sens, dans la haine de l'autre, mais plus dans le partage. Et cette culture qui est la nôtre, qui est à la fois occidentale, africaine, indienne et caribéenne. Et asiatique aussi. Et asiatique. Parce qu'on a eu des Chinois chez nous, tout à fait. Il y a tout ça. Ça fait qu'on est, on est un melting pot, en fait. C'est une culture qui est métisse. On n'a pas peur de l'autre parce qu'on est habitué à la voir. Exactement. C'est ça. Et on l'a en nous. Voilà. Donc, antillaise et fière de l'être. D'ailleurs, Édouard Glissant nous dit « L'identité antillaise se comprend dans l'interaction avec l'autre, dans la reconnaissance des différences et des similitudes. Pour lui, l'antillanité est donc avant tout une réappropriation de soi et une reconnaissance du métissage culturel et des bienfaits du plurilinguisme. » Que pensez-vous de cette illustration, de cette définition que vous avez juste ici d'ailleurs? Je trouve que c'est une définition qui est extrêmement juste parce que justement, quand on est antillais, quand on tente de refaire le fil de l'histoire, quand on est face à des personnes, justement, moi je sais que ça a été une réflexion que je me suis faite une fois arrivée ici, avec des amis qui sont ivoiriens, sénégalais ou congolais ou peu importe. En fait, ils ont la possibilité de retracer le fil de leur histoire. Et ça a été quelque chose qui m'a profondément attristée pendant des années, de ne pas pouvoir refaire le fil de cette histoire parce qu'on a des pièces manquantes dans la nôtre, étant donné la difficulté de celle-ci. Mais justement, le fait d'avoir des pièces manquantes, ça fait qu'on crée nous-mêmes notre puzzle. Et je trouve que justement, l'identité antillaise, c'est se créer et se recréer soi-même à l'infini. Et justement, en empruntant du moins des codes de culture et de sociétés différentes, de civilisations différentes. Voilà. Donc, merci beaucoup, Kessa, pour cette définition. On a quelqu'un qui veut prendre la parole derrière. Bonsoir.
Je me lève parce que je fais 1m2 et personne ne me verra. Alors, pour rejoindre Édouard Glissant, quand il parlait de la créolité et de l'antillanité, il utilisait le mot rhizome, cette espèce de racine plurielle. Et je pense que l'antillanité et justement la créolité, c'est cette identité plurielle, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit identitaire, qu'elle soit économique, bref. Le pluriel, en tout cas, je pense que c'est ce qui définit le mieux l'antillanité. C'est ce mélange de culture, c'est ce mélange de perception, c'est ce mélange de Guadeloupe, Martinique, Cuba, Haïti, ce mélange de territoires qui façonne une identité à la fois différente mais commune et qui a bâti l'Antillais en tant qu'être humain à part entière. Voilà, merci, c'est tout. Bonsoir, merci d'être avec nous. Quand je regarde l'illustration, ce que je vois, c'est un fil qui relie les différentes îles et qui, du coup, exprime le fait qu'on ait une même histoire, une histoire commune, une histoire qui s'est faite dans le sang, dans la souffrance, dans la tristesse, mais qui a donné de belles choses. Quand je nous regarde aujourd'hui et que je vois qu'on est tous extrêmement différents, mais qu'on a tous la même histoire, ça me fait très, très plaisir de me dire que je fais partie de cette culture-là. Donc voilà, moi, c'est ce que ça m'évoque. Alors, tu nous racontes dans une interview ceci: il fallait parler vrai, donc je m'adresse à toi. Oui. J'ai bien compris, j'ai toujours très peur. Il fallait parler vrai, notre musique devait plaire à toutes les couches de la société de chez nous. Elle devait être moderne et ancrée à nos musiques premières, à notre histoire et à notre culture. En faisant ainsi, on a décidé d'éduquer tout en nous éduquant nous-mêmes. On s'est demandé ce qu'il manquait, ce qu'il fallait réparer. Que fallait-il raconter pour aider les gens à sourire, à monter une marche, à avoir envie d'aller plus loin, à réussir. Une telle démarche a une connotation politique, même si nous n'avions absolument pas envie de faire de la politique et d'être courtisés par des responsables politiques, quel que soit le camp. On s'adressait à tout le monde. On voulait être un groupe populaire et dire aux gens qu'ils pouvaient se regarder, se sourire et se dire bonjour. Et c'est ce qu'ils ont fait lors de nos concerts. Ils étaient tellement heureux, ils se tenaient la main. On ne proposait pas de solution, on proposait une réflexion. Tu rejoins le groupe Kassav qui partage la même vision de l'antillanité que toi. Quand tu rejoins ce groupe, quelle est l'ambition de Kassav ? L'ambition de Kassav était de trouver un nouveau style musical. Parce que justement, il s'agissait de la survie, notamment de ceux qui ont initié Kassav. Ils étaient guadeloupéens au départ. Tant pis pour moi. Ils étaient guadeloupéens au départ et ils avaient fait un tas de réflexions. Mais en fait, Jacob, lui, il était guadeloupéen d'origine. Il avait vaguement vécu en Martinique au départ, au Sénégal ensuite et à Marseille, puis Paris. Et il rencontre Pierre-Édouard, il cause pendant 1 an. Il commence parce que Jacob, tout de suite, c'est... Ouais, il a un rêve là, machin là, il faut qu'il sente le truc, quoi. Donc Pierrot, qui est toujours, qui pense, en fait, qui réfléchit, qui décortique, excusez-moi, donc convainc Jacob qui va donc rentrer dans le truc. Donc pour Jacob, qui était arrangeur et qui faisait des tas de choses avec des tas de gens, pour lui au départ, la musique devait être nettoyée. Quand je dis nettoyée, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrit notre musique? Parce que la musique qui était faite par les musiciens de chez nous, bon, la Perfecta avait du succès et compagnie, mais il y avait plein d'autres qui faisaient des morceaux qui swingaient, sur lesquels les gens dansaient parce que les morceaux étaient bien. Mais le son, quand vous mettiez ça après Otis Redding, ça passait pas. Quand vous mettiez ça après même Johnny Hallyday ou je sais pas qui, ça ne passait pas. Le son n'était pas bon. Donc, au niveau du studio, il fallait qu'il y ait une rigueur. Ensuite, faire de la musique, c'est pas simplement tout le monde fait des accords, djong djong, la basse va faire dong dong dong. Il faut trouver une couleur à ce truc-là. Donc il faut qu'on trouve une façon d'arranger cette musique-là, de faire que les instruments s'emboîtent les uns aux autres sans se bousculer, sans étouffer un autre, etc. Donc tout était pensé, tout. Les voix, il fallait que ce soit juste, ceci, il fallait que ce soit... Donc ils ont commencé par aller dans des studios et le premier album, ils l'ont fait avec quelques Antillais, c'est-à-dire eux et 2 ou 3, mais surtout avec des professionnels de la musique. Les cuivres de chez nous, il n'y avait pas d'école de musique où on pouvait apprendre à jouer au trombone ou à la trompette. Les gens achetaient des trompettes et apprenaient à jouer tout seuls. Donc ils étaient doués souvent,
ils réussissaient à jouer, mais il n'y avait pas un son réel qui faisait que tu pouvais appeler 4 musiciens de Martinique et être sûr d'avoir le son qu'il te faut sur ton machin pour concurrencer le son d'Earth, Wind & Fire. Parce qu'en fait, le truc, c'est quoi? C'est prendre tous ceux qui sont au top comme exemple et tâcher d'arriver à leur niveau. Donc c'était ça, c'était créer un style nouveau à partir de ce qu'on avait, c'est-à-dire faire des créations musicales et compagnie, mais au niveau des arrangements, trouver un groove, une façon de faire swinger cette musique-là, mais en qualité en plus. Donc c'était chaque fois trouver le bon, l'excellence, aller vers l'excellence pour tâcher de bien faire. Donc le premier album a eu un succès d'estime. Le deuxième dans lequel j'apparais malheureusement avec ma sœur, disons que la personne qui m'a appelée tenait à avoir ma sœur, mais ma sœur n'était pas professionnelle de la musique. Donc je ne suis pas très fière des chœurs qu'on a fait là parce que bon, elle était un peu en faiblesse. Bon, je l'aime beaucoup, mais à cette époque-là, elle n'était pas encore bien rodée. Donc les chœurs ne sont pas terribles, mais les morceaux commencent réellement à attirer des gens, ça commence à devenir intéressant. Et au fur et à mesure, comme ça, à chaque album, ça a grandi jusqu'à... Alors ça démarre en fin 79, et en 84, décembre 84, donc 5 ans après, il y a le fameux... Parce qu'en fait, comme le style commence à apparaître, la musique, on ne sait pas comment l'appeler. Au départ, Pierre-Édouard l'appelle la K-danse. Mais la K-danse peut être confondue avec la cadence des Dominicains. Donc ça pose un problème, il faut trouver un nom, etc. Comme le style s'affine de plus en plus, et comme il y a plein d'individualités qui sont invitées au fur et à mesure dans le groupe, chacun essaie de faire son album solo. Donc Georges va en faire un, Jean-Claude va en faire un, etc. Enfin, non, pas Jean-Claude encore, mais on commence à avoir des petits albums solo. Et Georges et Jacob décident d'en faire un en commun. Et c'est cet album qui s'appelle Zoukla Sessel Medika Manouni qui sort en décembre 84 et qui révolutionne toute l'affaire. Cet album-là, c'est la première fois que les disquaires disaient qu'ils ont connu la folie chez eux. C'est-à-dire que les gens arrivaient, ils se bousculaient. Bah moyen, ils ne disaient même pas le nom. Bah moyen, c'était ça. C'était celui-là qu'ils voulaient, etc. Et il y avait 8 titres ou 7 titres, je ne sais pas. En fait, s'il y avait 7 titres, il y avait 8 tubes. C'est comme ça qu'ils disaient. C'était les blagues des gars à l'époque. Et c'était parce que chaque morceau était chiadé et chaque morceau et tout était passé au crible. Les textes, les voix, l'enregistrement, le mixage, etc., etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces albums-là sont encore audibles, c'est-à-dire qu'on peut les écouter en se disant « ouais, ça sonne ». Tu vois, alors que plein d'autres albums qui étaient faits à la va-vite, comme on faisait habituellement, tu entends, tu dis « ouais, bon, son pas terrible, mais bon, son a swingé, mais son pas bon, hein, tu vois ». C'est un peu ça, quoi, tu vois. Donc, on avait cette rigueur-là, et on a choisi, évidemment, de redonner à la langue créole toute sa noblesse et toute sa poésie, surtout, parce que quand on écoutait les chansons de l'époque, en dehors de certains groupes comme Malavoie ou Perfecta et puis d'autres... enfin, je dis Malavoie parce que je suis de Martinique, tu as remarqué? Ils avaient des textes qui étaient intéressants, mais beaucoup de textes de chez nous, aïe, inipuel con maïs, ou bien je ne sais pas quoi. En fait, je crois que je ne sais plus si c'était la même. Enfin bon, il y avait des chansons qui étaient un peu en dessous de la ceinture, et où la femme était yaya, c'est en vagabonde, c'est machin, enfin la femme était décriée, les textes laissaient à désirer, on avait envie justement de redonner au créole toute sa saveur, toute sa poésie. Et donc, moi, là, ça a commencé réellement à m'amuser, puisque j'ai commencé aussi à écrire des textes et à aller fouiller dans mon fond doc, mais en même temps, et en écoutant les gens, parler les gens pour trouver des tournures, des formules. J'ai commencé à rencontrer des gens comme Chamoiseau et Confiant, tout ça, etc., qui m'expliquaient ce qu'était l'imaginaire créole, comment on pense en créole, comment on construit une phrase en créole, etc., ce qui me permettait de tourner, c'est-à-dire qu'au lieu de faire une traduction littérale de l'idée que je pourrais éventuellement avoir en français, il fallait que je trouve l'essence créole qui va lui faire s'éloigner le plus possible de la traduction littérale en français. C'était un peu ça, mon cheminement. Voilà.
Donc à ce moment, tu es dans un groupe, tu nous le dis, chaque personne fait un peu ses albums en solo. Donc il y a cette réalité d'être dans un groupe, mais d'évoluer seul, qui sont deux réalités différentes. Quelle a été la place, le cheminement qui t'a mené à cette expression de ton individualité, et ce fait de trouver ta place aussi en tant qu'artiste solitaire dans ce groupe? Alors, je dois avouer que heureusement que je n'étais pas seule. J'étais quand même bien entourée de musiciens bienveillants. Et Jean-Philippe Martelly, notamment, pour le premier titre, non, c'était le deuxième. Le premier titre, c'était Georges, c'était Momentala. Et Georges me l'avait donné, il m'avait donné une rythmique, il m'a dit fais un truc dessus. Voilà, donc j'ai fait dessus. Alors qu'avec Jean-Philippe, ça a été différent. On a construit Mauvais Joug ensemble. C'est-à-dire que j'avais écrit le texte parce que j'avais failli monter effectivement sur une punaise, mais qui n'était pas sortie de la photo d'un homme dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis 15 jours. C'était un truc, une vieille blague qu'il y avait au mur et tout, et puis la punaise, et j'ai failli monter dessus, mais je ne suis pas montée dessus. Donc dans le taxi qui m'amenait là où je devais aller, tac, le truc s'est réveillé et j'ai écrit les premières phrases et j'ai dit à Jean-Philippe, regarde ça. Il m'a dit, nous quoi fait chanson. Et c'est parti comme ça, et ça a été mon premier gros tube. Mais vraiment, tout de suite, les gens ont adopté, les femmes que je rencontrais, c'était « c'est ma vie que tu racontes, ma chère !» et tout, et c'était vraiment un moment où je planais, quoi, tu vois. Heureusement que j'ai fait partie d'un groupe où les autres avaient une notoriété qui était déjà plus grande que la mienne. Donc ça vous apprend l'humilité. Puisque de toute façon, on apprend à ce moment-là, on comprend, parce que tous on apprend en étant dans ce groupe à se supporter, etc. Et on apprend surtout que quand le succès est partagé, tu apprends l'humilité. Tu apprends réellement à être en arrière pour pousser celui qui est devant, qu'il aille plus loin, parce que s'il va préparer le terrain pour toi, qu'il ira devant après, parce qu'il sera derrière à te pousser aussi. Et c'était un peu ça à chaque fois, et je crois que j'ai eu la chance d'avoir rencontré ces gars-là, c'est tout. Mon étoile était parfaite et elle m'a conduite là-bas et c'était pas facile parce que ce sont des hommes, il reste des hommes et que moi j'étais une femme et que je suis arrivée dans ce groupe-là non pas en tant que femme mais en tant que copain, c'est-à-dire que ma vie fait musique épisode, quoi, tu vois, et eux, ils me voyaient quand même comme une femme, quoi, tu vois, donc c'était remettre les choses bien à leur place pour que ça continue comme une bande de copains, justement, dont une femme. Voilà, c'est ça. Donc Kassav, c'est un groupe qui se produit dans plus de 80 pays, pour des petites îles comme la Guadeloupe ou encore la Martinique, c'est quand même quelque chose d'unique, et donc vient avec cette notion de représentation et d'exemplarité, et donc devenir un peu un modèle qui vient de cette île, au devant tout un monde en fait. Dans ton parcours, lorsque tu fais le choix de porter ta culture à travers ton art, était-ce une démarche avant tout personnelle ou te sentais-tu justement animée par cette espèce de devoir, cette responsabilité, ce devoir de représentation? C'était pas moi seulement, c'était la ligne de conduite de Kassav. Le truc, c'était qu'on était deux toutes petites îles dans un coin ignorées un peu de tout le monde, puisque tout le monde venait chez nous et avait du succès, mais nous, on n'avait rien à offrir au reste, enfin, un petit peu, quoi. Et c'est tout. Donc, il fallait qu'on arrive au niveau des autres. Et c'était la démarche, en fait, du groupe. C'était ça. Donc, c'était pas personnel. Je me suis retrouvée là avec des gens qui avaient la même vibration que moi, c'est-à-dire qu'on avait cette envie-là. Mais une chose qui est importante pour moi, c'est qu'on avait un mentor, quelque part, c'est-à-dire Pierre-Édouard Décimus, c'était vraiment la tête pensante de Kassav. Toutes les choses, c'est-à-dire quand il est venu et qu'il a dit à tout le monde on va choisir la langue créole et compagnie, tout le monde a marché, parce qu'il n'aurait peut-être pas dit ça, peut-être que quelqu'un aurait écrit en espagnol ou en français, tu vois, mais lui, il a dit notre ligne de conduite, ça va être ça. Et tous on a apprécié. Pourquoi? Parce qu'il disait pourquoi en plus? Parce que cette langue est belle et qu'elle est décriée par les gens de chez nous. Parce que quand tu parlais le créole, c'était la langue du juron. À cette époque-là, quand moi j'étais là-bas, c'est-à-dire je suis partie faire mes études en 1972, je veux dire, pour ceux qui aiment les calculs, je viens de fêter l'upgrade de mon système en 7.0.
je suis partie donc en 1972 et chez nous, le créole, une femme ne parlait pas le créole dans la rue. Elle était traitée de valpa, quoi. C'est-à-dire c'était moins que rien, c'était un vagabond. Si tu parlais créole dans la rue, c'est un vagabond. Tu vois, et tu n'avais pas le droit d'injurier, tu n'avais pas le droit de machin. Tu faisais tout en catimini dans ton coin avec tes 4 copines. Tu t'amusais à injurier et compagnie. Aujourd'hui, tout le monde n'injurie pas dans le carnaval. Machin. Moi, quand j'ai des 5 mes neveux, je dis on n'injurie pas à côté de moi. Les gamins prennent leur sifflet, puis au café et puis siffler. Tu vois, bon, ils ont trouvé des machins, mais c'est dans la culture aujourd'hui, c'est admis, c'est passé dans le truc. Alors qu'à mon époque, on ne parlait pas créole, on ne parlait pas fort dans la rue. C'était des machins, c'était bail pour monde qui parlait éducation et machin. C'était terrible. On était sans cesse machin. Et là, si tu veux, et le créole, justement, était déprécié. Moi, j'entendais mes tantes dire, c'est pas une langue. Est-ce qu'il y a des mots scientifiques dans le créole et compagnie? Eh bien, on sait qu'aujourd'hui, toutes les langues se construisent au fur et à mesure, que les mots arrivent au fur et à mesure. Et qu'à partir du moment où tu as l'imaginaire créole et que tu sais comment construire, tu sais que si tu veux dire une radio, si par facilité tu dis en radio, c'est tant pis pour toi. Mais si tu as quelqu'un d'intelligent qui te dit, tu peux dire capter son, il peut mentir parce que c'est un capteur de son. Tu comprends? Et c'est comme ça qu'on pense en créole. C'est ça, c'est que c'est jamais simple, c'est imagé. Il y a tout ce truc-là. Et ces images-là ont une telle poésie qu'il est dommage que cette langue meure. Il faut qu'on lui redonne toute sa force. Et je me rappelle que les gens du GIREC avaient dit que l'arrivée de Kassav avait donné plus de force justement aux recherches qu'ils faisaient, plus de puissance au machin. Aujourd'hui, on a des dictées créoles régulièrement au mois d'octobre, etc., etc. Et c'est devenu, en fait, bon, moi je vous pète chaque fois parce qu'il y a des gens qui toujours écrivent le son en EN, alors que tout le monde sait que c'est AN. Et un, c'est EN et non pas IN. Bref, je me bats toute la journée. Ils m'ont dit, malade, de toute façon. Ma grand-mère est morte à 103 ans. Donc je leur dis, malade, jusqu'à 100 ans, pour les autres chier. Donc, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Je vais les embêter à chaque fois qu'ils vont faire la faute. Parce que c'est pas normal qu'on n'ait pas envie d'apprendre à écrire notre langue convenablement, comme on apprend à écrire convenablement toute autre langue qu'on apprend. C'est tout. Il faut avoir envie, il faut aimer ça suffisamment, il faut se sentir obligé. Voilà, tout simplement. C'est un devoir. Tu me racontes aussi que Bonaventure Ndikong, j'espère que je prononce bien, attribue la longévité de Kassav autant à sa pluralité qu'à sa singularité. Chacun a en effet la possibilité d'exister en solo tout en renforçant l'autre, comme tu nous le disais, en respirant avec lui sans le priver de son oxygène. La magie de Kassav, c'est une fusion exceptionnelle. C'était un peu le mot de la fin. Et pour finir aussi, une petite question de projection. Comment aimerais-tu que la société soit dans 30 ans, toi qui vivras jusqu'à 103 ans? Dans 30 ans, comment j'aimerais? Oui. Ah oui, parce que tu m'avais dit autre chose. La question que tu m'avais posée, j'ai dit, comment je voudrais qu'on soit un peu plus unis, parce que moi, j'allais dire une phrase bateau, hein, tu sais, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc, si on a envie vraiment d'aller plus loin, je crois que vraiment, moi, dans Kassav, l'expérience, je veux dire, le truc humain que j'ai vécu, c'est, je souhaite ça à tout le monde, c'est-à-dire être avec des gens, faire quelque chose de fantastique, de suffisamment fantastique pour te dire, je suis obligée de le supporter alors qu'il me fatigue, tu vois. Parce que nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas parfaits. Et moi, je suis une emmerdeuse de toute façon. Donc, et mes copains, c'est faut tout parler. Je dis, je suis obligée d'argumenter. Parce que vous, quand vous arrivez, vous imposez des choses. Et moi, j'ai trouvé le truc qui est mieux. Mais pour prouver que c'est mieux, il faut argumenter. Donc, je ne peux pas aller trop en tête. Mais après, ils sont venus à chaque fois me voir pour me demander un avis, etc. etc. Dès qu'il y avait un truc à rédiger ou quelque chose, c'était à moi qu'on donnait le job. Et donc, chacun avait sa fonction dans le groupe. Je ne dis pas que c'était rose tous les jours, parce qu'on avait vraiment tous des sales caractères. Il y avait celui-là qui était susceptible, celui-là qui était machin, et on a tous les petits défauts, toujours. Et c'est au fur et à mesure que ça s'efface. Tu vois, que machin, le truc, tu te méfies de l'autre, tu as l'impression qu'on ne t'a pas donné ta chance, que machin, etc. Mais c'est pourquoi tu t'es pas levé? Il fallait te lever si tu t'es levé, parce que le truc, c'est qu'on n'est pas là non plus pour tirer les gens par le bras. Si tu veux quelque chose, lève-toi et dis.
Je propose telle chose, je veux faire telle chose. Tu n'attends pas qu'on te dise, mais tu as quelque chose à proposer. Non. Tu vois, et c'est ça, donc selon le caractère, il y a des choses qui ont fait que, bon, certains, il y a peut-être eu des incompréhensions ou des trucs, machin. Cela dit, il y a des gens aussi qui sont partis du groupe parce qu'ils avaient envie de vivre d'autres expériences. Georges Decimus est parti de 91 à 2003 parce qu'il avait envie de créer un autre groupe un peu plus rock, un peu plus funky, un peu plus machin, il a fait volte-face. Patrick est parti parce que, bon, il n'avait pas vu grandir ses enfants et quand ses petites filles sont nées, il s'est dit qu'il avait envie de vivre son truc. On est tous allés le voir en concert. Moi, j'étais heureuse de le voir en scène parce que c'est la première fois que je voyais un simili-concert de Cassav, puisque c'était la partie Patrick uniquement. Et j'ai été voir Jean-Philippe par la suite et tout, et j'avais la banane. Et je pouvais vaguement comprendre pourquoi les gens avaient la banane quand ils écoutaient nos musiques et pourquoi ils étaient heureux, etc. etc. Et c'était pour moi, je crois que faire partie d'un groupe, il faut vraiment avoir de la patience et puis et s'oublier. S'oublier parce que quand... Se voir à travers l'autre aussi. Oui, on peut se voir à travers l'autre, mais quand je dis s'oublier, c'est hyper important parce qu'en fait, quand on te dit il y a telle tournée là alors que tu avais prévu de partir en Corée, tu commences par vous souhaiter et puis tu dis bon, donne-moi les dates. Une énième fois. Et quand tu es femme, tu oublies carrément ta vie privée. Parce que ça, c'est pas évident. Hein. Tu n'es jamais là. Même si la personne ne sort pas, on vient le chercher. Est-ce qu'il t'est arrivé un peu de regretter cette notion de sacrifice ou tu as su le transformer différemment? Regretter? Non, moi je dis que dans la vie, on peut peut-être. Quelquefois, il faut savoir faire des sacrifices parce que ce que j'ai vécu, je le souhaite à plein de gens. Déjà, l'expérience même du groupe, je veux dire, du truc, et faire quelque chose qui fait que, bon, quand tu peux être fatigué, énervé, tout ce que tu veux, quand tu arrives sur scène et que la musique tourne, tu te dis, waouh, toi-même, tu es pris dedans. Mais c'est vrai, ça t'enveloppe, ça te truc. Quand tu te retournes et que tu vois tout ce que tu as fait, quand tu entends les gens parler, je veux dire, quand tu es dans la rue, qu'un enfant t'arrête, c'est un cadeau, quoi. Et c'est pas la grosse tête de ouais, je suis une star, je machin. Non, on est resté très simple. Parce que justement, ça a été un peu la politique du groupe, quoi. On n'a jamais eu le côté star system. La seule fois où j'ai eu un garde du corps, c'est parce qu'il y avait un bonhomme cinglé qui courait après moi, qui avait décidé que j'étais, comme j'avais chanté si haut, que c'était lui le si haut. 5 ans de traumatisme où je disais à mon père, ferme la maison! Parce que j'avais peur que le gars venait, je ne le connaissais pas, lui, il me connaissait. Il avait vu un gars des affaires qui lui avait dit « Elle t'attend ». Il a donné au gars des affaires la photo. Le gars des affaires ne m'a jamais donné la photo. Le gars est persuadé que j'ai la photo. Quand tu sais qu'il y a des histoires de gars des affaires, après, tu ne sais pas comment la tête de la personne part. Donc toi-même, ta tête part. Parce que tu deviens parano, etc. Ah non, c'était terrible. Ouh, voilà. Ça peut être dangereux, mais c'est ça qui rend la vie passionnante, en fait. C'est ça. Et je crois que la vie privée à côté, c'est vrai que j'ai pas eu la chance d'avoir un enfant qui va dire maman pour la première fois et puis tu pleures parce que tu as entendu maman la première fois. Mais j'ai eu des petits-neveux qui m'adorent et les enfants de mes neveux viennent, volent dans mes bras et me donnent toute la tendresse que je n'ai pas eue. Donc, tout va bien. Voilà. Merci beaucoup Jocelyne pour ce moment d'échange, de partage, de ton expérience, de tes sentiments, de tout ce qui a créé la femme incroyable qu'on a devant nous aujourd'hui. Et merci à vous d'avoir participé. Et puis j'espère que les prochaines monettes pourront encore nous faire approfondir la question du sujet créole, de l'identité, de la culture. Et voilà. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Je voulais simplement dire
Un dernier mot. Je crois que c'est lui, le DJ, qui m'a rappelé ce que j'avais dit. Et je le dis souvent, je dis ce que tu as à offrir à l'autre quand tu vas voir l'autre. Parce que bon, on reçoit beaucoup de choses des autres. Ce que tu as à offrir à l'autre, c'est toi, ton moi véritable. Et c'est uniquement avec la certitude que tu es quelqu'un d'abord avant d'être une couleur. Et que tu as quelque chose à offrir à ce monde. C'est tout. Quel que soit ce que tu fais. Je crois qu'on peut participer. Et excusez-moi, c'est vrai que la Guadeloupe est très forte. Non, globalement, nous faut.